Alors Alain, bonjour. Bonjour à tous. Cette journée s'est bien passée? Eh bien, c'était pour moi un test parce que je me demandais s'il y aurait du monde ou pas, compte tenu de ce qu'on peut bien appeler l'aggravation de la situation. Et je suis très ému, je dois dire, qu'il y ait autant de monde. Et ça me donne envie, ça me donne dire, le courage de continuer, parce que ça, comme vous avez pu le constater, ça devient de plus en plus dur. Ouais. C'est ça. Vous êtes attaqué, notamment par Klarsfeld. On l'a vu. Voilà, je pense qu'il y a une. Si on réfléchit sérieusement, ça fait plusieurs années que je fais un travail, on va dire, de réinformation et d'insoumission à un pouvoir que je pense ici, même s'il est composite, on a tous identifié. Et il y a toujours un décalage et un temps de réaction. Donc en fait, je pense que je paye aujourd'hui pour comment dirais-je, mes taquineries de ces dernières années, notamment mes fameuses vidéos du mois, où rappelez-vous, il y avait le con du mois, l'antisémite du mois, etc. Et je pense que le système, on va dire le CRIF, hein, s'est inquiété du fait que ça marchait bien. Et ils ont commencé à réfléchir à comment me faire taire, quoi. Et donc, il y a eu un temps d'inertie où on aurait pu croire que je pouvais impunément me permettre toutes ces taquineries qui consistent en fait à dire systématiquement des vérités. Hein. On m'a jamais pris à défaut de mentir. Et je pense qu'ils ont décidé qu'il fallait me faire taire. Et il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque agression physique. Je crois que j'ai eu 4 agressions en commando, hein, parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que c'est moi qui suis menacé de violence et c'est moi qui subis la haine, c'est pas l'inverse, hein. Nous sommes dans une situation, et c'est important de le comprendre, d'aversion accusatoire systématique, c'est-à-dire que tout ce que on nous dit officiellement, il faut comprendre l'inverse, hein. Quand on nous dit les Palestiniens jettent des roquettes sur ces pauvres Israéliens, il faut comprendre que ça veut dire l'inverse. Quand on dit M. Soral propage la haine, en fait c'est l'inverse. Hein, je suis en but qui fonctionne sur la haine, hein, depuis des temps immémoriaux. Hein. Et là, l'idée, c'est me faire taire aujourd'hui. Alors, il y a eu les agressions physiques au début, c'est le bas de gamme, c'est pour les débutants, ça, avec la LDJ. Après, il y a l'omerta médiatique, c'est-à-dire qu'on ne vous invite plus. Ça, j'y ai eu droit aussi, parce qu'à une époque, j'étais invité dans les médias. Après, on a fait comprendre à des gens comme Tadei ce qu'il en coûterait s'ils continuaient à m'inviter. Ils ont tous bien compris. Je ne peux pas leur en vouloir, d'ailleurs. Après, il y a eu la diabolisation des médias, c'est-à-dire que je suis interdit de médias, mais par contre, les médias parlent de moi très souvent sans jamais me donner la parole, ce qui est assez intéressant, cette idée de pouvoir diffamer dans les médias les gens sans jamais qu'ils aient le droit de répondre. Avec le sommet, je pense, qui a été le livre écrit par ma sœur. On arrive même à payer ma sœur pour qu'elle écrive un livre contre moi. C'est pour vous dire quand même il y a un crescendo dans l'ignominie, hein, je veux dire, mais c'est pas nouveau, hein, c'est vieux comme comme les évangiles, hein. Et plus récemment, le stade ultime, ça a été la création de ce truc qui s'appelle DILCRA, je crois. En fait, ça a été créé pour moi et Dieudonné, je crois, uniquement. Et ça consiste à aller systématiquement regarder sur Internet, ça peut être du Facebook, ça peut même être des échanges privés sur Facebook, et m'envoyer au tribunal systématiquement pour, comment dirais-je, au nom d'une loi qui est d'une élasticité absolue qui s'appelle incitation à la haine, vous voyez, c'est-à-dire c'est d'une subjectivité totale. Et là, je subis une plainte pratiquement, je sais pas si c'est par jour. Alors il y a ça déjà, et puis en plus les condamnations, parce qu'on est dans ce qu'on appelle le délit d'opinion au mieux, hein, ou des condamnations ou avec des amendes qui sont multipliées par 10 par rapport aux tarifs traditionnels qui étaient pratiqués encore il y a des années. Ma première condamnation pour une phrase que j'avais sortie en 2004 m'avait valu 4 000 € de condamnation. C'était le tarif de la 17e chambre. Aujourd'hui, c'est 40 000 €. Là, pour paraît-il avoir fait une plaisanterie d'humour noir sur les époux Klarsfeld, les parties civiles, dans un procès qui ne devrait même pas exister normalement, demandent 70 000 €. Et je sais pas comment ça s'appelle, le procureur demande 3 mois de prison avec sursis. Vous voyez, c'est-à-dire que j'en suis à un point où je me demande si je ne vais pas demander l'asile politique à la Corée du Nord. Parce que c'est réellement assez... je dirais terrifiant de voir
ce qui est devenu la France au niveau de la liberté d'expression, de la judiciarisation. Et puis surtout, ça ne fait réagir personne. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Hein, c'est qu'il n'y a plus de figure intellectuelle pour dire que trop c'est trop, etc. Tout le monde se tait. Et on vit en France sous un régime de terreur, en réalité. Les gens ont peur, hein, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai posé le décor. Et on a vu que Dieudonné était attaqué pour procédure abusive. Oui, moi j'ai déjà eu la même chose. Hein. Quand j'avais envoyé au tribunal le président de l'Association des étudiants juifs de France, qui sont des gens qui visiblement ne pensent pas beaucoup à étudier, et qui sont d'ailleurs très peu nombreux, mais qui sont très subventionnés. Pour ça, tout ça, il faut le dire, hein, c'est une poignée de gugus, toujours affiliés au CRIF, qui touchent des subventions énormes de l'État pour harceler les gens qui osent leur tenir tête, hein, tout simplement. Et moi, j'avais envoyé au tribunal le président de cette association parce qu'il avait déclaré dans les médias, à la télévision, que c'est moi qui armais idéologiquement les terroristes de Daesh. Vous voyez, c'est quand même fort de café, hein, alors que je crois être le premier, peut-être même le seul, à avoir dit ou à amener l'idéologie que j'appelais islamo-racaille au service de l'islamo-sionisme. Vous remarquez que tout ce que j'ai annoncé se vérifie à peu près à 99,9%, ce qui n'est pas le cas des autres intellectuels en cours, hein, si on fait référence au hollandisme révolutionnaire ou au catholicisme zombie. Et en fait, j'avais déjà subi la même chose que c'est-à-dire que j'avais été condamné aux dépens. C'est-à-dire pour avoir osé me plaindre de ça, j'ai perdu et c'est moi qui dois payer. Et Dieudonné, ça vient de lui arriver. C'est procédure abusive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ose répondre sur le ton de l'ironie à des injures et à des diffamations faites par on va dire des hommes publics, il faut le dire comme ça, et qu'on ose ne pas... Enfin, je sais pas, répondre. On se fait massacrer, effectivement, par les tribunaux. Et Dieudonné, effectivement, avait répondu à Cohen, qui nous avait quand même traité de cerveau malade. Il a été condamné. Là, il avait dit que c'était une diffamation de dire que le geste de la quenelle était un signe nazi inversé, puisque c'est un signe qu'on fait depuis des années pour des tas de... Enfin, qui peut avoir de multiples interprétations. Il a été condamné pour procédure abusive. Et c'est la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fait harceler, diffamer, insulter, agresser systématiquement par un petit lobby très puissant, parfaitement identifié. Et la seule chose qui nous est permise, c'est de demander pardon, en réalité. C'est-à-dire, on vous frappe et vous devez demander pardon. Voilà. Et tant que vous ne demandez pas pardon, on vous refrappe et on vous tape au porte-monnaie. Pour que vous ayez conscience de ma situation aujourd'hui, parce que c'est concret, je suis saisi sur mon salaire, je suis saisi sur mon compte en banque, je suis sous le coup d'un contrôle fiscal Tracfin, c'est-à-dire le plus gros contrôle fiscal qui existe, et là, on vient de demander une saisie-vente de mes biens, vous voyez, demandée par M. Aziza, qui m'a fait condamner parce que je l'avais traité de con du mois et que j'avais osé, pour répondre à ses multiples injures et diffamations, il a même écrit un livre sur moi, hein, sans compter qu'il agresse mes journalistes, hein, physiquement. Il m'a fait condamner jusqu'à présent dans 2 procès à 52 000 € d'amende, vous voyez, et il demande la saisie-vente immédiate de mes biens, c'est-à-dire qu'on vend mes meubles, etc. Vous voyez, voilà la situation, pour faire bien comprendre ce qu'il en coûte aujourd'hui de se rebeller contre un pouvoir qui prétend, ce qui est le pire, je crois, c'est qui s'exerce au nom de la République française et au nom de la démocratie et de la laïcité, vous voyez, et de je ne sais pas trop quoi encore. Enfin, on peut additionner tous les paradoxes. Hein, voilà, la situation est celle-là. Et ce n'est pas fini. Hein, c'est pas fini. J'ai tellement de procès que je ne sais même plus à combien j'en suis. Je sais que Dieudo a passé les 100. Depuis sa fameuse sortie chez Fogiel, il a passé les 100 procès. Et moi, je dois bien être à une bonne trentaine. Hein, voilà. Et avec des tarifs, je vous dis, on est à combien de promesses de condamnation là? Plus de 250 000 €, je crois. Et je vous rappelle pour des phrases ironiques, critiques, en général de réponse. Voilà. Et en fait, on est châtié pour impertinence. Je crois que même sous Louis XIV, je prends Marion Sigaud à témoin, grande spécialiste du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas de siècle, non, 17e, 18e, on est à cheval. Ouais, c'est l'époque, 17e, 18e. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, oui. Ouais, je me rappelle qu'il a fait un truc ouais, enfin bon. J'avais quelques dates.
En 66, il s'est passé un truc important pour Louis XIV, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais je m'en souvenais dans le temps. Enfin bon, jamais Louis XIV aurait exercé une telle dictature sur son peuple, et jamais la situation, comment dirais-je, ce qu'on appelait des publicistes à l'époque, ou l'équivalent des intellectuels. Intellectuel, c'est un terme qui arrive avec la République, hein, aurait subi une telle persécution. Hein. C'est sans précédent dans l'histoire de France, moi je dirais. Hein. Ça n'est jamais arrivé. Hein. Ça n'est jamais arrivé. Et le plus délirant, et c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, étant le procès Klarsfeld. Je suis envoyé au tribunal sur signalement parce que j'aurais fait une plaisanterie sur mon Facebook privé à propos d'une décoration qu'auraient eu les époux Klarsfeld. Je rappelle que Madame Klarsfeld est allemande. Hein, et pour ça, je me retrouve au tribunal. Et là, il y a la LDJ, les fils, neveux et de déportés. J'ai bien fait de ne pas venir, hein, parce que c'était un lynchage organisé. Hein. Et on demande à mon avocat à la fin s'il aurait défendu Eichmann et Hitler. Vous voyez ? Non, mais je veux dire, on est face à des dingues. Hein. Ils sont possédés. Hein. Et c'est angoissant, parce que tout ça, ça se passe en France aujourd'hui. C'est fait au nom du peuple français, dans les tribunaux français. Et je vous dis, c'est pas fini. Hein. Je ne sais pas ce que... il a été demandé 3 mois de prison avec sursis et les parties civiles ont demandé 70 000 euros. Ouais. Toujours les mêmes, hein. Toujours des parties civiles qui sont la multiplication des mêmes, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce sont des coquilles vides et qui ont le droit de se porter partie civile dans tous les procès. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de sentir qu'ils se sont sentis attaqués par quelque chose que j'aurais dit. Et ils viennent à 5, 6, 7 parties civiles. Il y a même des parties civiles, je crois qu'il y a un ancien commissaire de police là, qui fait le BMW, je sais pas quoi, machin. Il est tout seul. Il est un. Voilà. Et il prend du pognon à chaque fois. C'est-à-dire, voilà. Et je vous dis franchement, je ne sais pas jusqu'où ça va aller et comment ça va finir. Hein, j'en sais rien. On vit ça en temps réel, quoi. Alors, ce que je propose, c'est qu'on donne la parole au public. Oui, sans doute. Vous oui. pouvez poser des questions. Donc, j'imagine que là, ce coup-ci... Donc, il y a un micro qui va circuler. Bonsoir, Monsieur Sorel. Alors, j'étais en fait très curieux de savoir ce que vous pensez de la théorie de la singularité, du travail de Ray Kurzman, qui bosse chez Google. C'est donc une théorie qui consiste à envisager les progrès scientifiques. En fait, c'est une alliance entre le corps et la machine, et le transhumanisme. Enfin, je veux dire, vous en parlez jamais. Et c'est pourtant, Si, j'en parle jamais. On en parle accessoirement parce que c'est pas ma spécialité, mais on voit bien que ça fait partie du discours progressiste, en réalité, qui est dans la logique des Lumières, c'est-à-dire l'homme sans limite, avec l'idée du corps augmenté, la logique technicienne, avec l'idée que l'homme n'a aucune limite que lui-même, et que sa capacité de progression est infinie. Ça a beaucoup à voir avec les valeurs maçonniques, hein, on peut le dire. Et il y a en plus l'idée derrière de la vie éternelle, ou de la jeunesse éternelle. Et on voit très bien que ça a à voir aussi avec la massification du handisport. Hein. Je pense que si aujourd'hui on nous montre autant d'handicapés courir, etc., c'est pour faire l'apologie de la prothèse. On est dans effectivement cette ambiance-là qui est assez nouvelle. C'est vrai que ça n'aurait pas existé il y a 10 ans. Et puis on voit effectivement que des grosses machines comme Google, des gens qui lèvent énormément de pognon, investissent énormément d'argent, avec des gens qui font des conférences pour dire dans 50 ans, la mort sera vaincue. On entend des trucs comme ça. On a l'impression dans des films de science-fiction des années 50. Et c'est vrai que c'est très inquiétant d'oser dire ça. Et d'oser avoir ça comme projet et de voir que ça peut être un marché, que l'éternelle jeunesse aujourd'hui est considérée réellement sérieusement comme un marché et qu'il y a des gens qui sont déjà positionnés sur ce marché. Et tout ça a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la fin des temps, hein, avec ce qu'annoncent les religions. C'est-à-dire quand l'homme pense qu'il peut égaler ou dépasser Dieu ou qu'il peut s'en passer, c'est annoncé comme des choses il est annoncé que tout ça va finir par se retourner contre lui. Voilà. Donc je suis assez... je suis pas un anti-scientifique et anti-scientiste et tout ça, mais je sens, il y a un réflexe chez moi d'angoisse et d'inquiétude quand je vois des scientifiques prétendre, par exemple, que la mort peut être vaincue. Vous voyez ?
Je me dis que là, il y a quelque chose, on touche à des fondamentaux anthropologiques qui sont encore bien plus graves que de toucher à l'interdit de l'inceste. D'ailleurs, vous remarquez que tout ça fonctionne à peu près en même temps. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs articles passer récemment d'une femme qui voulait épouser son fils, où en Suisse, il y avait un débat sur que si l'inceste était librement consenti, c'était plus un crime. Ce qui est l'idée de l'élargissement de la notion de contrat. Ça a beaucoup à voir tout ça avec la société bourgeoise, enfin la vision bourgeoise du monde. Hein. Donc on est dans cette espèce de période où la logique bourgeoise qui a commencé avec les Lumières et qui s'est construite sur le combat contre la monarchie théocratique qui pouvait avoir quelque chose de contraignant ou de chiant, arrive au bout de sa... arrive, je dirais, après sa période de décollage sur des idées de liberté, d'égalité, enfin les idées de Rousseau. Aujourd'hui, on est sur des trucs de Frankenstein, apprenti sorcier, pédophilie. On est passé de l'autre côté, hein, ce que j'appelle l'obscurantisme des Lumières. Dans une conférence, j'avais créé ce joli concept. J'ai l'impression qu'on est dans l'époque de l'obscurantisme des Lumières. Ça rejoint peut-être ce qu'on appelle le Kali Yuga dans la pensée traditionnelle. Tout ça est... c'est un sentiment, parce qu'à la limite, je ne veux pas discuter en tant que scientifique, je ne suis pas scientifique. Tout ça me semble de mauvais augure. C'est angoissant. Voilà la réponse que je dirais. Ça me fait peur, c'est angoissant, et j'ai l'impression qu'il y aura un retour de bâton pour tout ça. Quoi. Voilà. On va le payer. Voilà. Question ? Bonjour, tout en haut, s'il vous plaît. Donc, moi, la question, c'est par rapport à toutes les persécutions, on va dire la progression des persécutions que vous avez subies jusqu'à... que tout le monde sait ici, tant que vous vous relèverez, de toute façon, ils arriveront à trouver quelque chose de nouveau pour vous. Pourquoi vous continuez en fait ce combat ici ? Pourquoi vous vous exiliez pas comme a fait Vincent Renoir ? Pourquoi vous continuez ? Parce que vous savez qu'au final, ce qui va vous arriver, c'est la tôle, ou peut-être pire. Pourquoi vous et Dieudonné, vous continuez ce combat-là ? C'est une bonne question. Sachant qu'en vérité, vous êtes plus ou moins tout seul, quand on regarde bien. Même si on est là, on vous aide plus ou moins, support. Oui, c'est vrai, mais en réalité, c'est de la fiction, plus ou moins. Je veux bien vous répondre. Je vais vous poser une question. Je vais vous répondre. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'idée d'être ce que Pascal appelait être engagé. Hein, être engagé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous dépassent. Moi, je suis très attaché, viscéralement, à la notion de vérité et le lien entre le bien et la vérité. Il est très insupportable. Et puis il y a aussi peut-être une dimension de ce que j'appelle la virilité. Vertu, virus, la racine est la même. Hein, virilité, vertu, vérité, il y a la même racine hein, là-dedans. Je trouve très insupportable non pas d'arrêter, mais de me soumettre. C'est-à-dire d'arrêter parce que je suis obligé de me soumettre à des gens que j'ai identifiés de manière absolument indiscutable comme les méchants. C'est moi, je suis un gentil, c'est comme ça qu'ils m'appellent. Donc moi, je dis bien si je suis le gentil, qui sont les méchants. Hein. Voilà. Donc ça m'est insupportable de me soumettre à des gens qui exercent contre moi des arguments de mauvaise foi, de la méchanceté, etc. Donc il y a une espèce d'instinct de refus de se soumettre. C'est une première chose. Deuxièmement, on n'a qu'une vie. Et quand on n'est pas fait pour la vie normale, c'est-à-dire la vie quotidienne, je ne suis pas très fait pour la vie quotidienne, et qu'on est sur des combats qui sont quand même des combats historiques et importants, c'est comme un peu un sportif à qui on propose, un boxeur à qui on propose d'aller à un championnat du monde. Il sait qu'il peut prendre un KO, il sait qu'il va avoir mal, mais il accepte parce que c'est sa vie, quoi, voilà. Et moi, je suis engagé dans un combat pour lequel je me suis préparé depuis très longtemps, parce que je savais très bien, même il y a 20 ans, quand je parlais de féminisme, de drague, etc., qu'au bout du bout, j'aurais les problèmes que je rencontre aujourd'hui. Parce qu'il y a très longtemps que j'ai compris comment ça marche, et je sais je connais le visage du diable, et je sais qu'au bout de la dernière porte que je vais ouvrir, c'est lui qui est en face de moi. Et j'ouvre porte après porte, et je me rapproche, évidemment. Alors après, vous dites la prison, etc. Je vous fais remarquer que moi, on parle de Gramsci, du métapolitique. Un type comme Gramsci, il a fait 25 ans de prison. Hein. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Pour l'instant, j'ai subi 4 agressions. On me pique de l'argent. On m'insulte, on m'humilie, et on me promet, là, récemment, 3 mois de prison. On est quand même dans une société vraiment de tapettes, je le dis honnêtement. Pour aujourd'hui, penser qu'un combat qui engage l'humanité, quelque part, qui engage
Enfin, moi, je plaisante pas sur la Palestine. Quand je vois là qu'on est en train de détruire au bulldozer les équipements pour enfants que l'Europe a payés en Cisjordanie, ça m'amuse pas. Je pense que ça mérite ce genre de combat, ce qu'on appelait dans le temps défendre la veuve et l'orphelin, mérite peut-être qu'on fasse 3 mois de prison, et voire plus. 3 mois de prison en France, tiens, je vais faire une provocation, c'est pas 3 mois de prison en Algérie. C'est confortable, les prisons françaises. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est dans une société d'arrogance et de signes incroyables, tout le monde fait de la gonflette, tout le monde se fait faire des tatouages maoris sur les biceps, etc. Il n'y a plus que des fiottes. Je veux dire, c'est quand même ça la question. Pourquoi une société de trouillards pareil? Normalement, des Soral, il devrait y en avoir des centaines, et même des mecs qui ont bien plus de, comment dirais-je, de potentiel que moi. Moi, ce qui me terrifie, je vous le dis franchement, c'est ce silence de mort et de trouille par rapport à une poignée d'Aziza. On est quand même face à une poignée d'Aziza. Normalement, on devrait claquer des doigts et le problème devrait être réglé. Il n'y aurait même pas besoin de claquer des gueules. On fait comme ça s'envole comme des moineaux. Et c'est ça la vraie question. Comment en est-on arrivé? Alors, je ne sais pas, il y a eu les guerres napoléoniennes, la guerre de 14, la collaboration, j'en sais rien, les défaites coloniales. Comment la France en est arrivée à avoir un peuple qui accepte autant de choses alors qu'on est quand même un peuple d'une très grande arrogance sur les valeurs? On n'est pas... Chez les Chinois, je comprends, parce qu'ils ont des sociétés très verticales, où l'individualisme a très peu de sens, où on est censé se soumettre à la hiérarchie. Mais en France, qui est le pays des grandes gueules, il n'y en a pas 36, aujourd'hui, on entend un silence de mort par rapport à ce que subit Dieudonné, moi, et d'autres. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Voilà. Et autre chose, il y a quelque chose, je dirais, de physique. Moi, quand je suis au tribunal et que je suis face à des juges qui sont presque souvent des femmes, qui me parlent comme si j'étais un gamin, qui me manquent de respect, qui posent des questions d'une stupidité, d'une malhonnêteté affligeante, qui contredisent la logique et le bon sens, avec de l'autre côté des parties civiles qui sont des menteurs professionnels, avec des plaidoiries d'un niveau de médiocrité, de bassesse et de malhonnêteté infinie. Je veux dire... le résultat de tout ça, je ne peux pas dire excusez-moi, pardon et abjurer en fin de séance, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se soulève en moi qui fait qu'à la limite je dis je préfère crever, vous voyez. Voilà, la réponse est là. Et normalement, si on a été élevé correctement pour être un homme, on devrait tous réagir comme ça. C'est pour ça que ma réponse, c'est celle-là. C'est comment se fait-il qu'on ne soit pas plus nombreux? C'est ça. Moi, je vois des gens qui me disent je vous soutiens, je vous aide, etc. Puis après, ah non, mais me prenez pas en photo. Ou je pourrais pas vous faire un don, mais pas par mail, parce que après la police pour identifier mon mail. Je veux dire... c'est ça qui me fait peur, moi. Ceux qui nous écrasent et nous dominent le savent. Ils savent qu'on est une société de lâches, qu'on peut faire se soumettre un vieux général en lui proposant en le menaçant de lui supprimer sa carte vermeille, vous voyez. Et normalement, si on était, moi et Dieudonné, multipliés par 100, la situation changerait. Ça basculerait. Donc, ce qu'il faut aussi, nous, c'est qu'on fasse en sorte que des gens se lèvent. Et moi, ce que j'espère, c'est pour ça d'ailleurs que je suis puni, c'est par cette démonstration d'insoumission, parce qu'en fait, on ne fait jamais que ça, une démonstration d'insoumission, qui est d'ailleurs verbale, faire en sorte que des gens se disent c'est possible. Parce que le danger, c'est quand les gens se disent ce n'est plus possible. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Je dis, si, on peut, la preuve, on le fait. Tu vois. Et je crois qu'on a un devoir envers les jeunes générations, tout simplement. Moi, c'est ce qu'on dit. Voilà, dans quel monde acceptons-nous que vivent et grandissent nos enfants? Voilà, c'est tout. Donc, ma réponse, elle est celle-là. Je trouve que moi, je me comporte juste normalement. Voilà, normalement. Et encore, je dis pas tout ce que je voudrais dire et je fais pas tout ce que je voudrais faire. J'ai un peu la trouille, quoi. J'y vais doucement. Et ma réponse est celle-là. Tout le monde devrait faire comme moi. Au moins, voilà. Mais sachez de toute façon que ça va être de pire en pire. Et ce que je dis va se vérifier de plus en plus. C'est-à-dire que la dictature du petit groupe de gens qui me persécutent finiront par prendre le pouvoir absolu sur la France et le prendre au nom de ce qu'ils sont. On a déjà le dernier livre de Bernard-Henri Lévy qui l'annonce. Il est toujours à l'avant-garde, lui. Le destin manifeste, etc. Et de toute façon, soit nous finirons
enfin, tous, nous serons un peuple d'esclaves, comme il est promis dans l'Ancien Testament, soit à un moment donné, ça pètera. Voilà. Et de toute façon, c'est qu'une question de temps. Moi, si vous regardez sur mon site, je suis en pyjama rayé avec le triangle, je crois, des insoumis politiques. C'est le triangle que portaient les... Il y avait les droits communs, les machins, les trucs. C'est les prisonniers politiques. Et les gens se foutaient de ma gueule il y a quelques années quand je l'ai mis en disant Soral, tu te mouches pas du coude. Je dis non, c'est parce que j'ai toujours de l'avance. Ça finira comme ça. Voyez. Et là, maintenant, ça commence à être crédible. Voyez. C'est marqué soutenez Alain Soral pour les persécutions qui l'attendent. Je savais très bien ce qui m'attendait, parce que je vous le dis, j'ai compris, et je dirais j'ai tout compris. Et je sais exactement comme les autres en face fonctionnent, je connais leur calendrier, leur timing, leur stratégie, et je sais exactement où on va, et ça ira jusqu'au bout, je vous le garantis. Et plus on se soumettra, plus ils en rajouteront. Il y a l'hubris derrière. Et à la fin, ça finira, je vous dirais, par... je ne vais pas en parler là, je m'amuse dans ma tête à imaginer Paris dans 20 ans, la situation de la France dans 20 ans. De toute façon, à un moment donné, soit nous accepterons officiellement notre statut d'esclave, d'ilote, soit ça pètera. Voilà. Et ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, peut-être que moi, le souvenir de moi et Dieudonné, parce qu'il faut toujours des figures un peu tutélaires, aidera à ce que ça pète. C'est ce que je dis à ceux qui sont en face de moi, qui m'écoutent en ce moment. J'ai déjà gagné. Mais peut-être que je ne le verrai pas. Mais j'ai déjà gagné, c'est qu'une question de temps. Parce que ce n'est pas possible. Un monde ne peut pas fonctionner totalement à l'inverse des principes et des valeurs. C'est pas possible. Ça peut que le faire qu'un certain temps. Comme on le dit, on peut mentir quelque temps à tout le monde, on peut mentir tout le temps à quelques personnes, mais on peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Or, les gens qui nous dominent et qui nous écrasent aujourd'hui sont le mal. Ce sont eux la haine, ce sont eux le mal, ce sont eux les racistes, ce sont eux les voleurs, ce sont eux les spoliateurs, etc. Et ce ne sont pas des gestionnaires, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des élites légitimes, ce sont des destructeurs. Et donc, à un moment donné, de toute façon, en général, ils détruisent et puis ils s'en vont détruire ailleurs. À un moment donné, de toute façon, ça pètera. Voilà. Donc, le jour où ça pètera, les gens se diront tiens, Soral l'avait annoncé. Et puis moi, même si je ne vois pas le bout du combat, je sais de toute façon qu'à un moment donné, ça pètera. Voilà. Et je peux me dire, voilà, j'ai été de l'avant-garde. Vous n'oubliez pas que j'ai travaillé dans la mode à une époque. Et à la mode, on aime bien avoir de l'avance, vous savez, être à l'avant-garde, vous voyez. Et en fait, je continue le même... c'est ma passion pour la mode qui se prolonge par d'autres moyens. J'aime bien avoir de l'avance. Et j'aime bien être à l'avant-garde, vous voyez. Voilà. Une question ici. Bonjour Monsieur Soral, bonjour Vincent. Je me permets de saluer votre travail tout d'abord parce que je vous suis depuis un certain temps et je le trouve très courageux. Je suis toujours très étonné de voir les attaques que vous subissez ainsi que les condamnations auxquelles vous faites face, notamment l'attaque dont vous avez subi récemment face au procès Klarsfeld, aussi face aux Antifas. J'aimerais savoir, on vous promet plusieurs condamnations, on vous poursuit juridiquement. Je vois que vous êtes organisé sur le plan du journalisme avec ERFM, sur la radio, sur Internet, où vous avez des intervenants de qualité. Je voudrais savoir si vous envisagez, ou si c'est le cas déjà, si vous avez une réponse juridique à ces personnes qui vous attaquent, qui vous agressent, et si ça a déjà été le cas, si vous avez déjà mis en place des actions, quels en sont les résultats ? Déjà, on constate que l'institution judiciaire, qu'on ne va pas appeler la justice, est aujourd'hui totalement aux ordres et à la botte de l'oligarchie qui m'opprime. Et qu'il n'y a plus de limite. Avant, il fallait quand même en passer par le droit. Et on ne pouvait pas tout se permettre. Aujourd'hui, le droit, que ce soit pour moi, Dieudonné et d'autres, il n'y a plus de droit. On a des espèces de lois extensibles à l'infini et interprétables à l'infini, comme incitation à la haine. Là, je vous signale que pour les époux Klarsfeld, je suis poursuivi pour apologie de crimes contre l'humanité. Alors que je me suis moqué d'un couple où on voit un vengeur tribal qui pourchasse 70 ans après la guerre des vieillards, qui se vante dans les vidéos d'avoir envoyé des colis piégés qui ont arraché l'œil et 3 doigts à un vieux con réfugié 50 ans après les faits, avec son épouse qui est jamais que le pur produit du pangermanisme, c'est-à-dire une fille d'officier allemand qui suinte
l'hystérie féminine et la violence allemande. Hein, voilà. Et tout ça donne un rejeton qui s'appelle Arno Klarsfeld, que vous avez pu voir, torse nu à Tel Aviv sur scène, qui, à mon avis, si on lui faisait une prise de sang, aurait des problèmes avec les lois sur les addictions interdites. Et on découvre qu'il a été à la fois soldat dans l'armée israélienne au pire poste, c'est-à-dire au checkpoint, c'est-à-dire qu'il est là pour humilier garde frontière, humilier en permanence des femmes, des enfants et des vieillards palestiniens, mais qui peut être à la fois réserviste dans l'armée israélienne et membre du Conseil d'État à 7 000 € par mois en France. Voilà, voilà où on est. La France est aujourd'hui la putain d'Israël, hein, il faut le dire. Nous sommes une colonie israélienne, voilà. Hein. Et je crois, si je me souviens de mon amour pour Robespierre, nous n'avons pas fait la Révolution française pour ça. Hein, sinon, on ne l'aurait pas faite. Hein. Voilà. Donc, pour clore ma digression, aujourd'hui, le problème, c'est que je suis envoyé au tribunal par une communauté organisée surpuissante, avec un tribunal qui n'exerce plus du tout la justice et le droit, mais qui est une pure chambre d'enregistrement des desiderata de cette communauté organisée. Hein. CRIF et ses dominions. Hein. Il y a la LICRA et les étudiants juifs de France. Hein. C'est la même chose, tout ça. Et alors, pour l'instant, c'est la livre de chair, hein, c'est Shylock, c'est-à-dire on prend 30 000 € par là, 40 000 € par là, parce que comme ces gens-là ont vu que j'avais monté une organisation de résistance, ils ont simplement fait évaluer, parce qu'ils ont droit à toutes les indiscrétions et toutes les illégalités même, ils disent, tiens, ben, Soral, il a réussi à monter une organisation qui pèse tant, on va donc lui reprendre autant. Donc c'est tout, ils ont fait un calcul comme ça. Et ils disent au tribunal, ben là, vous lui en collez pour 50 000, vous voyez. Là, j'en suis à un truc. Le procès Klarsfeld, si on met tout bout à bout, ça sera 100 000 € pour une plaisanterie que j'aurais faite et qu'on n'a pas trouvée, hein, mais que certains auraient entendu. Vous voyez, c'est le couteau sans manche dont il manque la lame. Hein. Mais c'est pas grave. Et en plus, les gens disent oui, il n'est pas venu au procès parce qu'il a eu peur. Non, c'est parce que je ne suis pas à votre disposition. Je vous emmerde. Je veux dire, quand j'ai été convoqué par la police, je n'ai pas reconnu les faits. J'ai dit non, je n'ai pas à discuter de ça parce que au mieux, c'était dans une correspondance privée. Alors, c'est privé. Donc, je n'ai pas à vous répondre. Parce que je suis convoqué à la police régulièrement. Attention. Hein. Il y a des policiers, et leur boulot, c'est de m'interroger pour savoir si j'aurais pas dit ou écrit des trucs. En général, c'est des vannes parce que je suis quand même je suis un mec qui fait des vannes. Hein. J'ai pas d'armée. Il me semble pas que j'ai un projet d'expansion territoriale ni de purification ethnique. Je ne suis pas un sioniste de combat, moi. Je ne pratique pas la purification ethnique au nom de la race supérieure. Hein. Je suis on va dire, un essayiste français. Hein. Condamné par ces gens-là. C'est là qu'on voit la version totale. Hein. Moi, je ne suis pas Bernard-Henri Lévy, j'ai pas détruit la Libye et je ne suis pas responsable de la mort de centaines de milliers de Libyens. Hein. Je ne suis pas Monsieur Fabius. Je n'ai pas décrété, avec un poste important de décision, que Al-Nosra faisait du bon boulot pour détruire un pays comme la Syrie et faire mourir des centaines de milliers de gens. Je n'ai pas de sang sur les mains, moi. Hein. Mais c'est ces gens-là qui me font condamner pour mauvais esprit, vous voyez. Comme quand Dieudonné répond effectivement à l'autre joufflu, là, interchangeable. Voilà, Quen. Voilà. Donc, ma réponse pour l'instant, elle est laquelle, pour répondre à votre question? J'ai 2 avocats à plein temps, ça me coûte de l'argent, hein, qui ont le courage de me défendre. On va systématiquement en appel. Maintenant, on va essayer d'aller systématiquement en cassation, c'est du travail, pour après finir à la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi, mon idée stratégique, c'est de tenir. Il faut tenir, vous voyez, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je veux dire, tant qu'on est vivant et dans le combat, on ne sait pas comment ça va finir. Donc l'idée, c'est il faut tenir. Il y a une citation de Mao que j'aime beaucoup, c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Vous voyez, il faut tenir. Donc je tiens. Et je me dis peut-être que les choses vont finir par bouger en France. Tout va mal en France, il ne faut pas oublier. Hein. Les paysans se suicident, les flics en ont marre, ils me le disent chaque fois qu'ils viennent me voir en douce. L'armée française, oui, bien, on est soutenu par beaucoup de corps constitués. Et on a une petite poignée d'oligarques en haut, comme ça, totalement illégitimes, qui appuient sur des boutons pour effectivement faire sanctionner les gens qui leur manqueraient de respect. Parce qu'en fait, moi, on me reproche uniquement une chose, c'est j'ai manqué de respect à des gens qui ne sont pas respectables, vous voyez. Et ce qui est dit, c'est qu'il va falloir que Soral se taise et qu'il change de sujet. C'est ce qu'ils ont demandé explicitement. Hein, voilà.
Et avec des gens qui me disent, y compris ma sœur, il va finir par se faire tuer s'il continue. Donc il faudrait qu'on me dise par qui et qui sont ces assassins qui vont me tuer. Donc il y a des assassins. Donc on n'a jamais dit que moi j'allais tuer des gens. On a dit que j'allais me faire tuer parce que je dis des choses. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tenir, c'est effectivement jouer le jeu de l'institution judiciaire jusqu'au bout, puisque bon, cassation, Cour européenne des droits de l'homme, et puis le fait aussi que les gens voient ce qui se passe, parce qu'il y a aussi, comment dirais-je, l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on essaie de faire prendre conscience aux gens de l'état où en est la France aujourd'hui, et que les gens, effectivement, voient que Dieudonné, Soral sont systématiquement persécutés pour des phrases, que les autres en face se réjouissent de les avoir fait condamner, voir qu'un type comme Aziza est considéré comme l'incarnation du journalisme, de l'honnêteté et du bien en France, etc. etc. Et peut-être qu'à un moment donné, ça pètera. C'est-à-dire que la veille de la Révolution française, il ne se passait rien, d'une certaine manière. Hein. Ça pète toujours d'un coup. Voilà. Et moi, ce que je dis en dernière instance, pour les gens qui me disent « ouais, mais ça peut devenir dangereux, etc. », c'est un, on n'a qu'une vie. Deux, j'ai pas envie de vivre comme un esclave. J'ai pas envie de devenir Yann Moix ou Thierry Ardisson, que j'ai bien connu. Hein. Je vous dis, quand on va en prison, il y a un choix à faire quand on rentre en prison, quand on est jeune. C'est est-ce que je me fais casser la gueule ou est-ce que je me fais enculer dans les douches, vous voyez ? Il y a des gens qui préfèrent se faire casser la gueule que de se faire enculer. C'est tout. Voilà, donc c'est toujours les mêmes choix hein, qui sont très basiques. Voilà, moi, je préfère me faire casser la gueule que de me faire enculer. Après, c'est un choix personnel. Hein, donc voilà, on a nos avocats, on travaille. C'est moi qui décide des procès où je vais pas. Il y a des convocations à la police où je ne réponds pas, parce qu'il y a quand même encore des droits en France, vous pouvez ne pas répondre. Par exemple, là, je vais voir si je suis condamné ou pas sur le procès Klarsfeld, qui est un faux procès. Hein. Il n'y a même pas eu de juge d'instruction nommé, puisqu'il n'y a pas de délit. Vous voyez ? Mais en fait, c'est intéressant d'ailleurs comme remarque juridique. On est aujourd'hui sur le procès Klarsfeld, non pas sur le droit français, mais sur le droit, comment dirais-je, du tribunal militaire de Nuremberg. C'est-à-dire que l'obligation de la preuve n'est pas à faire par l'accusateur. C'est à moi de prouver mon innocence, vous voyez. Et mon innocence n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis déjà congénitalement condamné, vous voyez. Donc on est vraiment, effectivement, là dans une reproduction effectivement de la justice de Nuremberg. Mais il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'on a réédité, et c'est aussi pour ça que je suis puni, hein, on a réédité le bouquin de Bardèche, Nuremberg ou la terre promise. Il faut bien comprendre que la terre promise, c'est toute la terre. Hein. Ce n'est pas juste le vol de la Palestine. Hein. Donc à terme, de toute façon, nous serons tous les esclaves de nos maîtres, comme l'a bien dit Bernard-Henri Lévy, dont le destin manifeste voulu par d'eux est de nous dominer et de nous diriger. D'autant plus en France que c'est eux qui l'ont fait, puisque maintenant vous savez que la langue française a été inventée par le rabbin Rachi. Non, mais c'est pour vous dire le niveau, je plaisante pas. Hein. Et ça, c'est sur le service public à la grand-messe du samedi soir. Hein. Nous avons Bernard-Henri Lévy qui arrive, qui est un type normalement qui devrait être presque banni des médias pour mensonges répétés, qui n'a aucune légitimité, et qui vous explique. Il ne vous explique pas que Soral est un paranoïaque et qu'il accuse abusivement des citoyens qui seraient par ailleurs d'origine juive. Il dit voilà, nous les Juifs, hein, il le dit bien comme ça, sommes le trésor des nations et notre destin manifeste, c'est de dominer les autres peuples. Et il faut que vous vous en réjouissiez, parce que maintenant, on a passé une étape, hein, c'est là qu'on en est. Et pour la France, c'est d'autant plus légitime que c'est nous qui l'avons faite. Voilà. Et bien là, vous avez exactement le projet pour les 20 prochaines années. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous avez envie de vivre sous le règne de Bernard-Henri Lévy, d'Aziza, et puis pour le spectacle de Arthur et de Hanouna. Voilà. Est-ce que la France est un pays qui a 1500 ans d'histoire, vous voyez, hein ? Je ne leur laisserai pas mon pays sans combattre. Voilà, c'est clair. Voilà.